Le 25 juillet 1944, 9h38, à l'ouest de Saint-Lô, Normandie. La brume matinale s'accrochait encore aux haies quand le général Fritz Bayerlein, commandant la Panzer Lehr Division, observa à travers ses jumelles que l'artillerie américaine s'était tue. Après 6 semaines de tirs de harcèlement constant depuis le jour J, le soudain silence semblait plus sinistre que rassurant. Les vétérans de l'Africa Corps de Rommel occupaient des positions le long de la route de Saint-Lô. Ils avaient affronté les barrages d'artillerie soviétiques qui semblaient faire trembler la terre elle-même. Ils avaient enduré l'artillerie britannique à El Alamein. Rien dans leur expérience ne les préparait à ce qui allait se produire à 9h38. À cet instant précis, plus de 1000 pièces d'artillerie américaine tirèrent de manière coordonnée. Non pas en séquence, non pas en barrage roulant comme la doctrine militaire l'avait prescrit pendant des décennies, mais toutes en même temps. Les obus tirés de distances différentes, certains à 10 km, d'autres à 25, avaient été calculés pour arriver exactement au même instant. Des obusiers légers de 105 mm, des canons moyens de 155 mm, des obusiers lourds de 203 mm et des batteries massives de 240 mm contribuèrent à un seul moment dévastateur d'impact. La précision mathématique requise pour cet exploit aurait semblé impossible aux officiers d'artillerie de toute guerre précédente. Chaque batterie avait calculé non seulement la portée et la déviation, mais le temps de vol. Un obus de 105 mm tiré avec un angle élevé pouvait mettre 23 secondes à atteindre sa cible. Un obus de 155 mm tiré de plus loin pouvait nécessiter 31 secondes. Les ordres de tir avaient été échelonnés en remontant le temps à partir du moment de l'impact, chaque batterie tirant à la seconde calculée précisément pour assurer une arrivée unifiée. Ce que les défenseurs allemands allaient vivre n'était pas seulement un barrage d'artillerie, mais une démonstration de la coordination industrielle américaine et de la précision mathématique appliquée à la science de la guerre. Une synthèse de technologie, de communication et de capacités organisationnelles qui briserait non seulement les positions défensives allemandes, mais leur compréhension fondamentale de la manière dont les guerres se menaient. Pour comprendre la nature révolutionnaire du tir à heure programmée, time on target, il faut d'abord comprendre l'état de la doctrine d'artillerie en 1944. Pendant des siècles, l'artillerie avait suivi des modèles prévisibles. Les grandes batteries de Napoléon masquèrent les canons pour tirer en séquence. Les barrages roulants de la Première Guerre mondiale avancèrent devant l'infanterie à des rythmes prédéterminés. Les Allemands avaient perfectionné leur propre doctrine de tir concentré, le Schwerpunkt, focalisant une force écrasante sur des points décisifs. La doctrine d'artillerie allemande, affinée à travers les victoires en Pologne, en France et au premier stade de la campagne russe, mettait l'accent sur la concentration rapide et le déplacement. Les observateurs avancés allemands, travaillant en étroite collaboration avec les commandants de batterie, pouvaient déclencher des tirs précis sur des cibles en quelques minutes. La Wehrmacht était fière de cette flexibilité et de cette rapidité. L'évaluation de la supériorité de l'artillerie allemande n'était pas entièrement erronée sur la base des premières rencontres. L'artillerie américaine en Afrique du Nord avait initialement eu du mal avec la coordination. Au col de Kasserine, des batteries dispersées n'avaient pas réussi à concentrer efficacement leur feu. Mais les officiers allemands avaient manqué quelque chose de crucial. Les Américains apprenaient, s'adaptaient et appliquaient des principes de gestion industrielle à l'art ancien de l'artillerie. Le développement du tir à heure programmé représentait un changement fondamental de pensée. Plutôt que de voir l'artillerie comme des batteries individuelles soutenant des unités locales, les planificateurs américains concevaient l'artillerie comme un système, un réseau coordonné qui pouvait délivrer une force écrasante à des moments précis. La capacité à exécuter des barrages programmés nécessitait 4 innovations technologiques et organisationnelles interconnectées que les Allemands n'avaient pas pleinement saisies. Vint d'abord le système d'observateurs avancé. Contrairement au Vorgeschobenen Beobachter allemand qui travaillait typiquement avec des batteries uniques, les observateurs avancés américains pouvaient faire appel à des groupes d'artillerie entiers
voire à des ressources au niveau du corps d'armée. Chaque observateur transportait des radios SCR 619, plus tard améliorées en SCR 610, fournissant une communication fiable avec les centres de direction de tir à des kilomètres derrière les lignes. La deuxième innovation était le centre de direction de tir, FDC, un concept pionnier à Fort Sill dans les années 1930 et perfectionné au combat. Le FDC était essentiellement un centre de calcul mathématique où du personnel formé utilisait des tables de tir, des règles à calcul et des planches de tir graphiques pour calculer des solutions de tir pour plusieurs batteries simultanément. Le troisième élément était l'infrastructure de communication. Les Américains posaient du fil téléphonique avec une intensité quasi maniaque. Une seule division d'infanterie pouvait poser 5000 km de fil téléphonique en un mois de combat. Ces réseaux de communication redondants garantissaient que les missions de tir pouvaient être transmises instantanément à des douzaines de batteries. Le quatrième élément, le plus sous-estimé, était la standardisation. Les munitions américaines étaient fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans des usines de Pennsylvanie à Californie. Un obus de 105 mm tiré depuis n'importe quel obusier aurait des caractéristiques balistiques prévisibles. Les munitions allemandes, produites de plus en plus par du travail forcé dans des installations dispersées, ne pouvaient rivaliser. L'armée allemande rencontra pour la première fois des techniques limitées de tir à heure programmées en Italie début 1944, bien que beaucoup les aient écartées comme des coïncidences chanceuses, plutôt que des tactiques délibérées. La puissance de feu concentrée obtenue lors de la percée d'Anzio, le 23 mai 1944, fournit la première démonstration à grande échelle qui attira l'attention allemande. 16 bataillons d'artillerie, plus de 200 canons, délivrèrent un tir coordonné sur les positions allemandes le long de la ligne César. La technique avait été affinée par des mois de pratique. La 9e division d'infanterie avait mené des barrages expérimentaux en Sicile. La 1re division d'infanterie avait amélioré la technique en Italie. Au jour J, le tir à heure programmé devenait une doctrine standard, bien que le renseignement allemand ait rejeté les premiers rapports comme des exagérations. Le 25 juillet 1944 marqua le début de l'opération Cobra et la révélation complète des capacités américaines de tir à heure programmé. Le général Omar Bradley avait concentré la plus grande force d'artillerie jamais assemblée par l'armée américaine en Europe. Plus de 1000 tubes allant des obusiers de 105 mm aux canons de 203 mm, avec 522 canons des seuls 7e et 8e corps, complétés par des mortiers de 107 mm et des chasseurs de chars servant d'artillerie. La zone cible, un rectangle d'environ 6400 mètres de large sur 2300 mètres de profondeur au sud de la route de Saint-Lô, contenait le gros de la Panzerlehr Division et des éléments de la 5e division de parachutistes, environ 5000 troupes de combat en position fortifiée. À 9h38, après le bombardement en tapis par des bombardiers lourds qui avaient déjà sonné les défenseurs, chaque canon américain tira. Les obus lancés de distance, variant de 4500 à 23 000 mètres, convergeaient sur leur cible en un moment coordonné de destruction. L'armée américaine avait alloué 170 000 obus d'artillerie pour l'opération Cobra, 140 000 pour le 7e corps et 27 000 pour le 8e corps. Une concentration stupéfiante de puissance de feu. Le barrage dura selon des intervalles précis, des concentrations successives de tirs à heure programmés marchant à travers les positions allemandes. Puis le silence, puis l'infanterie américaine avança. La Panzerlehr, qui était entrée en Normandie avec 14 000 hommes et 190 chars, cessa essentiellement d'exister en tant que division cohérente. Le général Fritz Bayerlein rapporta au maréchal Günther von Klug son évaluation célèbre. Mes lignes de front ressemblent à la surface de la Lune, et au moins 70% de mes troupes sont hors de combat, mortes, blessées, devenues folles ou hébétées. Tous mes chars de première ligne ont été détruits, et les routes sont pratiquement impraticables. Ce que les Allemands ne pouvaient pleinement comprendre,
c'était la précision mathématique sous-jacente au tir à heure programmé. Il ne s'agissait pas simplement de faire tirer beaucoup de canons, il s'agissait de résoudre des équations balistiques complexes en temps réel. Considérer le problème, pour faire arriver ensemble des obus de canon différents, il faut connaître l'emplacement exact de chaque batterie, la distance précise à la cible, la vitesse initiale de chaque type de canon, le poids et les caractéristiques aérodynamiques de chaque type d'obus, la vitesse et la direction du vent à différentes altitudes, la température et la densité de l'air, la rotation de la Terre pour les tirs à longue portée, et la température de la poudre affectant la vitesse initiale. Les Américains avaient développé des outils de calcul graphique, la table de tir graphique, GFT, et la table de visée graphique, GST, qui permettaient le calcul rapide de ces problèmes complexes. L'artillerie allemande, comptant encore sur des tables de tir conventionnelles et des calculs de batterie individuels, ne pouvait égaler cette vitesse. La capacité à exécuter un tir à heure programmée dépendait d'un réseau de communication qui éclipsait tout ce que les Allemands avaient rencontré. En juillet 1944, une division d'infanterie américaine typique en Normandie opérait plus de postes radio qu'un corps d'armée allemand entier n'en possédait en 1940. La seule première division d'infanterie opérait plus de 900 postes radio en août 1944. Chaque batterie d'artillerie avait de multiples systèmes de communication redondants, fils, radio et messagers. Les centres de direction de tir maintenaient des lignes directes avec chaque batterie, chaque observateur avancé et le quartier général supérieur. Cette supériorité de communication permit quelque chose que les Allemands trouvaient presque incompréhensible, la capacité à masser instantanément une artillerie dispersée. Les batteries américaines n'avaient pas besoin d'être physiquement concentrées pour obtenir un effet concentré. Des canons répartis sur 30 km de front pouvaient délivrer leurs obus sur un point unique simultanément. Ce que les officiers allemands commencèrent lentement à comprendre, c'est que le tir à heure programmée représentait non pas seulement une innovation tactique, mais une manifestation de la capacité organisationnelle industrielle américaine appliquée à la guerre. La standardisation qui rendait le THP possible s'étendait à toute la production militaire américaine. Chaque obusier de 105 mm, qu'il soit fabriqué par l'arsenal de Rock Island ou l'arsenal de Watertown, avait des caractéristiques balistiques identiques. Chaque obus, qu'il soit produit en Pennsylvanie ou au Missouri, répondait à des spécifications exactes. Cette standardisation, obtenue grâce aux techniques de production de masse, permit les calculs précis requis pour le THP. La production allemande, de plus en plus perturbée par les bombardements et dépendante d'une fabrication dispersée utilisant du travail forcé, ne pouvait atteindre une telle cohérence. La capacité américaine à produire en masse non seulement des armes, mais du personnel formé stupéfia les professionnels allemands. Le programme de formation des centres de direction de tir de l'armée américaine à Fort Sill, le principal centre d'entraînement d'artillerie, diplômait des milliers de personnels qualifiés tout au long de la guerre. La contre-offensive allemande à Mortain, lancée le 7 août 1944, fournit une démonstration dévastatrice des capacités américaines de THP dans des opérations défensives. Hitler avait ordonné une contre-attaque massive pour couper la percée américaine, engageant la 2e division SS Panzer reconstituée, la 1re division SS Panzer et la 116 division Panzer. Alors que les blindés allemands se concentraient pour l'attaque, les observateurs avancés américains surveillaient depuis la colline 317. Quand l'assaut allemand commença à minuit, ils appelèrent des missions THP sur des coordonnées préenregistrées. La seule 2e division d'infanterie tira jusqu'à 20 missions THP par nuit. Selon les rapports officiels post-combat de la colline 192, la 30 division d'infanterie américaine, bien qu'en infériorité numérique, appela des missions THP de 7 bataillons d'artillerie séparés tout au long de la nuit. Chaque mission délivra une dévastation instantanée sur les zones de rassemblement, les routes d'approche et les postes de commandement allemands. La puissance de feu concentré créa ce que les survivants allemands décrivirent comme des murs solides d'acier brûlant qui rendaient l'avance impossible. À l'aube,
l'attaque allemande était enlisée. Le maréchal von Kluge rapporta à Hitler que la poursuite de l'offensive était impossible face à une telle supériorité d'artillerie. La capacité à exécuter des missions THP de routine représentait un exploit d'entraînement remarquable. L'armée américaine avait transformé des millions de civils en praticiens qualifiés d'une science militaire complexe en moins de 3 ans. À Fort Sill, l'école d'artillerie de campagne avait développé un programme intensif qui comprimait des décennies de sciences de l'artillerie en 17 semaines. Les étudiants apprenaient la balistique, la météorologie, les techniques de topographie et les communications. Mais surtout, ils apprenaient à penser l'artillerie comme un système intégré plutôt que comme des canons individuels. L'entraînement mettait l'accent sur l'application pratique plutôt que sur la théorie. Les étudiants effectuaient des milliers de missions de tir simulées, calculant des solutions THP jusqu'à ce que le processus devienne automatique. Au moment de l'obtention du diplôme, une équipe compétente de FDC pouvait calculer une mission THP pour 10 batteries en moins de 180 secondes. Cette production de masse d'expertise technique stupéfia les professionnels allemands qui la rencontrèrent. Les Américains formèrent plus de spécialistes de la direction de tir en 3 ans que l'Allemagne n'en avait produit en décennies, approchant l'éducation militaire comme une production d'usines standardisée, efficace, évolutive. L'exécution du tir à heure programmé nécessitait non seulement des compétences, mais des ressources matérielles écrasantes. Une seule mission THP pouvait dépenser plus de munitions qu'une division allemande n'en recevait en 1 mois. Pendant la seule opération Cobra, l'artillerie américaine tira plus de 170 000 obus alloués pour l'opération. Le système logistique livrait quotidiennement des milliers de tonnes de munitions au front. Les camions roulaient continuellement des plages de Normandie aux positions des batteries, créant une chaîne d'approvisionnement ininterrompue. La qualité des munitions américaines surpassait aussi les attentes allemandes. Chaque obus était fabriqué selon des tolérances rigoureuses, avec une qualité de propulseur constante et une répartition de poids précise. Cette standardisation permit les calculs précis de temps de vol essentiels au THP. Les munitions allemandes, en revanche, montraient une variabilité croissante à mesure que la production se dispersait et que le contrôle qualité se détériorait. Les officiers d'artillerie allemands devaient tester les nouveaux lots de munitions pour déterminer la vitesse et la portée réelle, tandis que les Américains pouvaient supposer que leurs obus se comporteraient exactement selon les spécifications. Un aspect du tir à heure programmé qui impressionna particulièrement les officiers d'artillerie allemands était la maîtrise américaine des effets météorologiques sur la balistique. Un THP précis nécessitait une connaissance précise des vitesses du vent à différentes altitudes, de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité. Les Américains avaient déployé un service météorologique étendu. Chaque corps d'armée avait des sections météorologiques prenant des relevés toutes les 30 minutes. Des sondes radio, des ballons météo avec émetteurs radio fournissaient des données atmosphériques jusqu'à 9000 mètres. Cette information était immédiatement distribuée à tous les centres de direction de tir. Cette attention aux conditions atmosphériques permit à l'artillerie américaine de maintenir sa précision même par temps changeant rapidement. Pendant l'offensive de novembre dans la forêt de Hurtgen, les missions THP américaines maintinrent leur précision malgré le brouillard, la pluie et des vents variables qui auraient perturbé l'artillerie allemande. La bataille de la forêt de Hurtgen démontra que le tir à heure programmé pouvait être dévastateur même dans les bois denses que les Allemands considéraient à l'épreuve de l'artillerie. Les Américains développèrent des missions THP avec éclatement dans la canopée, chronométrant les obus pour qu'ils explosent dans la voûte forestière. En novembre 1944, la 4e division d'infanterie attaquant à travers la forêt appela des missions THP utilisant un mélange d'obus à haut pouvoir explosif et au phosphore blanc. Les éclatements coordonnés dans les arbres créèrent ce que les survivants décrivirent comme un enfer instantané. Des éclats de bois projetés vers le bas comme des lances se mélangeant au phosphore brûlant qui enflammait le sol forestier. La 28e division d'infanterie attaquant vers Schmidt
utilisa des barrages THP pour nettoyer les points forts allemands dans les bois. Une mission concentrée le 6 novembre impliqua 12 bataillons tirant dans une zone carrée de 500 mètres, délivrant plus de 3000 obus en 30 secondes. Les positions allemandes qui avaient tenu pendant des semaines furent anéanties en une demi-minute. Les bois denses étouffaient le son, si bien que les obus arrivaient avec encore moins d'avertissement qu'en terrain découvert. Les services médicaux allemands documentèrent des taux sans précédent de ce qu'ils nommèrent traumatisme induit par l'artillerie chez les vétérans de Hurtgen, des soldats qui étaient restés fonctionnels après des bombardements conventionnels, mais qui furent psychologiquement brisés par la dévastation coordonnée du THP dans la forêt. L'encerclement des forces allemandes dans la poche de falaise en août 1944 fournit la démonstration la plus concentrée de l'efficacité du tir à heure programmée. Alors que les unités allemandes luttaient pour s'échapper par l'étroit couloir, l'artillerie américaine délivra des missions THP continues sur les routes d'évacuation. Le 17 août seulement, l'artillerie américaine exécuta des missions THP documentées sur la route de Chambois à 30 minutes d'intervalle tout au long des heures de lumière du jour. Chaque mission impliquait 10 à 15 batteries délivrant une dévastation coordonnée sur les colonnes allemandes tentant de fuir. Le général Hans Eberbach, commandant les restes du groupe d'armée B, rapporta que le tir d'artillerie concentré était si intense qu'il était impossible d'amener des réserves ou d'évacuer les blessés. Le mouvement des véhicules devenait un suicide. La route à travers falaises devint connue comme le couloir de la mort. Des véhicules détruits, des chevaux morts et de l'équipement abandonné créèrent des obstacles qui ralentirent le mouvement, rendant les unités suivantes encore plus vulnérables aux frappes THP. Au 21 août, quand la poche se referma finalement, 50 000 soldats allemands avaient été capturés et 10 000 tués, l'artillerie comptant pour la majorité des pertes. Alors que les forces allemandes battaient en retraite vers la Seine fin août, elles découvrirent que même les traversées de rivières n'offraient aucun répit face aux barrages THP. Les observateurs avancés américains s'étaient infiltrés en avant de leurs forces principales, établissant des positions surplombant chaque site de traversée potentielle. À Vernon, Rouen et Mantes, les tentatives allemandes d'établir des ponts de bateaux furent accueillies par des ripostes THP immédiates. La précision était telle que les ponts étaient détruits pendant leur construction, souvent avec les unités du génie y travaillant encore. La destruction systématique des tentatives de traversée par un tir d'artillerie minuté démontra la flexibilité de la technique. Des unités commencèrent à refuser de traverser de jour, créant d'énormes embouteillages sur les rives ouest qui devinrent des cibles pour des missions THP supplémentaires. En décembre 1944, les Américains avaient intégré de nouvelles technologies qui rendaient le tir à heure programmé encore plus dévastateur. L'amorce à fusée de proximité, dite fusée VT, fut utilisée pour la première fois dans l'artillerie terrestre pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944. Ces fusées faisaient détonner les obus à une hauteur optimale au-dessus du sol pour une dispersion maximale des fragments. Quand les obus à fusée VT furent incorporés dans les barrages THP à partir de décembre 1944, la létalité augmenta dramatiquement. Des obus détonnant à hauteur optimale créèrent un schéma uniforme de destruction contre lequel aucun trou de combat ou tranchée ne pouvait protéger. Plus de 22 millions de fusées de proximité furent produites pendant la guerre, transformant l'efficacité de l'artillerie dans les derniers mois du conflit. Les Allemands crurent initialement que les Américains avaient développé un nouveau type d'arme. Des rapports de renseignement spéculèrent sur des mines aériennes contrôlées ou des munitions à sous-munitions à retardement. La vérité, que c'était simplement un minutage précis combiné à des fusées de proximité, sembla trop simple pour un effet aussi dévastateur. Alors que les forces américaines approchaient de la ligne Siegfried en septembre 1944, les commandants allemands crurent que leurs fortifications leur fourniraient enfin une protection contre les barrages THP. Les bunkers en béton et les coupoles d'acier avaient été conçus pour résister à un bombardement d'artillerie soutenue.
Les Américains développèrent des missions THP spécialisées pour attaquer les fortifications. En combinant des obus à haut pouvoir explosif à impact instantané avec des projectiles perforants à fusée à retardement, ils obtinrent des explosions de surface et des impacts pénétrants lors de frappes unifiées. À Gelsenkirchen en novembre, la 84e division d'infanterie fit face à d'importantes fortifications de la ligne Siegfried. Les unités attaquantes appelèrent une mission THP de 12 bataillons, 144 canons, tirant un mélange de types de munitions. Pendant l'offensive allemande des Ardennes en décembre 1944, le tir à heure programmé prouva sa valeur défensive. Bien que pris initialement au dépourvu, les unités d'artillerie américaines se rétablirent rapidement et commencèrent à délivrer des missions THP sur les pointes de l'avance allemande. Le 19 décembre, alors que la 2e division Panzer approchait de Dinant, des observateurs avancés de la 3e division blindée appelèrent un soutien THP d'urgence. En 4 minutes, 8 bataillons avaient de calculer des solutions de tir. Le barrage qui en résulta surprit la colonne allemande en formation de marche, détruisant le bataillon de tête en 60 secondes. La capacité à masser rapidement des tirs via le THP s'avéra cruciale pour contenir les pénétrations allemandes. À Bastogne, les forces américaines encerclées appelèrent des missions THP danger proches de leur propre position, dévastant les formations d'assaut allemandes tentant de percer le périmètre. Alors que les forces américaines approchèrent du Rhin en mars 1945, le tir à heure programmé atteignit son zénith en capacité destructive. Les opérations de traversée furent soutenues par des concentrations d'artillerie massive utilisant les principes du THP. À la traversée de Wesel, le 24 mars 1945, les Alliés concentrèrent 4000 canons, avec 270 pièces américaines participant. Le bombardement d'ouverture dura 4 heures, avec des frappes THP coordonnées à des intervalles de 15 minutes. Chaque frappe impliquait des centaines de canons, atteignant un impact unifié sur des zones cibles de kilomètres de large. L'échelle était sans précédent. En préparation de la traversée, l'artillerie américaine tira plus de 65 000 tonnes de munitions en mars 1945 seulement. Les défenseurs allemands rapportèrent que le bombardement était si intense que la seule onde de choc causait des pertes, avec des soldats retrouvés morts sans aucune blessure visible. À Oppenheim, où la 3e armée de Patton traversa le 22 mars, le barrage de soutien THP impliqua 33 bataillons, plus de 400 canons, tirant en coordination parfaite. Le barrage dura 60 secondes et délivra 10 000 obus sur les positions allemandes. Les commandants allemands rapportèrent que des bataillons entiers cessèrent simplement d'exister, sans survivants pour même rapporter ce qui s'était passé. Ce que les officiers allemands reconnurent progressivement, c'est que le tir à heure programmé représentait l'application des méthodes industrielles américaines à la guerre. Les mêmes principes qui permettaient à Détroit de produire un bombardier toutes les heures permettaient à l'artillerie américaine de coordonner des centaines de canons. Cette approche industrielle s'étendait au-delà du champ de bataille. Les usines américaines produisaient des obus d'artillerie en quantité stupéfiante, plus de 8 millions de coups mensuellement fin 1944. Le système de transport livrait ces obus des ports aux batteries de tir dans un flux continu. Les réseaux de communication coordonnaient cette vaste entreprise avec une efficacité de type commercial. Le traumatisme psychologique infligé par le tir à heure programmé s'étendit bien au-delà des pertes immédiates. Les services médicaux allemands documentèrent des taux sans précédent de névrose de combat spécifiquement liés au bombardement coordonné. Des vétérans qui avaient enduré des barrages soviétiques de plusieurs heures sur le front de l'Est furent brisés par des bombardements THP de 30 secondes. La nature instantanée supprima tous les mécanismes d'adaptation psychologique que les soldats avaient développés. Il n'y avait pas d'escalade pour se préparer mentalement, pas de rythme à anticiper, pas de schéma à reconnaître. Les hôpitaux de campagne allemands rapportèrent que les soldats ayant subi de multiples barrages THP présentaient des symptômes uniques, paralysie déclenchée par des sons soudains, incapacité à traiter de multiples stimuli,
peur profonde de la synchronisation elle-même. Contrairement aux chocs d'obus traditionnels, qui pouvaient s'améliorer avec du repos, ces symptômes persistaient même après évacuation vers l'arrière. L'évaluation de Fritz Bayerlein devint la description allemande la plus citée. D'autres témoignages abondèrent. Le général Hans Eberbach fournit un témoignage crucial. Le rideau de feu était si dense qu'il était impossible d'amener des réserves ou d'évacuer les blessés. Les Américains ont développé un système de concentration d'artillerie qui dépasse tout ce que nous imaginions possible. Des documents capturés du quartier général de la Wehrmacht révélèrent des tentatives désespérées de contrer les capacités américaines de THP. Un rapport du Bureau d'essai d'armes conclut: la technique de tir coordonné américaine représente une supériorité technologique dans les dispositifs de calcul et l'intégration des communications. Aucune contre-mesure efficace n'existe avec les capacités allemandes actuelles. Les tentatives allemandes de reproduire les techniques THP révélèrent des désavantages systémiques. Ils comprenaient les mathématiques et pouvaient calculer le temps de vol, mais manquaient de tout le reste: munitions standardisées, communication fiable, personnel formé et le fondement industriel qui rendait le tir coordonné américain possible. Les tentatives allemandes de tir coordonné impliquaient typiquement pas plus de 3 ou 4 batteries et n'obtenaient qu'une simultanéité approximative. La plus grande tentative allemande pendant l'offensive Nordwind en janvier 1945 impliqua 8 batteries, mais obtint une dispersion d'impact sur 12 secondes, loin de la précision américaine. Alors que les forces américaines pénétraient en Allemagne début 1945, les barrages THP devinrent une routine préliminaire à toute attaque. À Cologne, le commandant de la garnison se rendit après avoir subi un seul barrage THP de 60 secondes le 5 mars, rapportant qu'une résistance supplémentaire était militairement inutile face à une telle supériorité d'artillerie. Le schéma se répéta à travers le Reich en effondrement. Des commandants qui s'étaient battus avec ténacité pendant des années capitulèrent après de brefs bombardements THP. L'effet psychologique était devenu si prononcé que souvent la simple menace d'un tir coordonné provoquait la reddition. Les observateurs soviétiques étudièrent les techniques américaines de tir à heure programmée avec un intérêt intense. Les Britanniques, bien qu'alliés, étaient tout aussi impressionnés. Le maréchal Montgomery écrivit dans ses mémoires: « Le tir à heure programmé américain a démontré que la guerre était devenue une question de supériorité industrielle et organisationnelle. Les vertus militaires traditionnelles, courage, discipline, habileté tactique, devinrent secondaires face à l'application systématique d'une puissance de feu écrasante. L'expérience allemande influença fondamentalement la pensée militaire d'après-guerre. Quand la Bundeswehr fut établie en 1955, la capacité de tir coordonné devint une exigence primaire pour sa force d'artillerie, citant explicitement l'expérience de guerre avec le THP américain. L'école d'application de l'artillerie française révisa son programme basé sur les comptes rendus allemands. Les forces de défense israéliennes, établies en 1948, incorporèrent les principes du THP dès le début, conseillés par des vétérans américains juifs qui avaient servi dans des unités d'artillerie. La doctrine de l'OTAN incorpora explicitement les principes du THP, considérant le tir coordonné comme essentiel pour vaincre les forces du pacte de Varsovie numériquement supérieures. Le général Johannes Steinhoff, as de la Luftwaffe, qui servit plus tard comme président du comité militaire de l'OTAN, déclara en 1968: « La leçon du tir à heure programmé américain est claire. Une supériorité qualitative en synchronisation et coordination peut vaincre une supériorité quantitative en hommes et équipements. Les méthodes de calcul développées pour le tir à heure programmé jetèrent les bases des technologies militaires modernes. Les tables de tir graphiques et les méthodes de calcul rapide pionnières des unités d'artillerie américaines précédèrent les systèmes informatisés de conduite de tir. L'histoire des forces allemandes rencontrant l'artillerie américaine à tir à heure programmé marque un moment charnière de l'histoire militaire, la transformation de la guerre d'un art pratiqué par des guerriers en une science exécutée par des systèmes.
Les soldats allemands, produits de la tradition militaire la plus professionnelle du monde, se trouvèrent submergés non pas par de meilleurs soldats, mais par de meilleurs systèmes. Le tonnerre qui arriva sans avertissement en Normandie représentait plus que la puissance de feu américaine. Il incarnait l'émergence d'une nouvelle forme de guerre où la victoire appartenait à ceux qui pouvaient le mieux organiser et appliquer la puissance industrielle aux problèmes militaires. La Wehrmacht fut vaincue non pas par de meilleurs soldats, mais par de meilleurs systèmes. Non pas par un courage supérieur, mais par une coordination supérieure. Non pas par une brillance tactique, mais par une efficacité industrielle appliquée avec une précision mathématique à l'art ancien de l'artillerie. Le tir à heure programmé américain brisa tout le cadre conceptuel de la pensée militaire traditionnelle. Le tonnerre coordonné qui s'abattit sur les positions allemandes en 1944 à 45 annonça l'arrivée d'une nouvelle ère dans la guerre où la victoire appartiendrait à ceux qui pourraient le mieux transformer les opérations militaires en processus industriels. Les échos de ce tonnerre résonnent encore dans la doctrine militaire mondiale. Chaque système d'artillerie moderne, chaque force militaire en réseau, chaque opération militaire coordonnée doit quelque chose à la révolution que représentait le tir à heure programmé américain. Les soldats allemands qui le subirent furent les témoins de la naissance d'une nouvelle ère dans le conflit humain, où les mathématiques industrielles se révéleraient plus puissantes que la tradition martiale. À l'ère de la guerre industrielle, l'organisation triomphe du courage, les systèmes défont les soldats et le temps coordonné conquiert tout. Les Allemands apprirent cette leçon sous le tonnerre instantané et écrasant de la guerre industrielle américaine rendue manifeste dans le tir d'artillerie parfaitement coordonné, une leçon qui transforma la guerre pour toujours.